Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour, Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Bonjour. bonjour, Bonjour. bonjour. Bonjour tout le monde. Ça fait du bien d'entendre le bonjour dans plusieurs timbres de voix. Il y a eu Vraiment. beaucoup de Bonjour. voix graves que j'ai Bonjour tout le entendues. monde. Donc, Bonjour beaucoup tout le d'hommes ont dit monde. bonjour. Bonjour. Bonjour, Raya. Merci beaucoup. Bonjour. C'est encore une fois un plaisir de vous accueillir ici avec nous pour ce premier webinaire d'une série de plusieurs activités que nous avons prévues pour travailler dessus avec l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire, l'OMEP, et nous avons l'honneur d'accueillir ici aujourd'hui un parterre d'experts qui vont partager avec nous plusieurs idées pour faire avancer cet agenda d'éducation et de protection de la petite enfance. Nous avons la présidente de l'OMEP qui nous a fait l'honneur d'être avec nous, Madame Mercedes Mayol. Nous avons aussi Monsieur Guang Chol qui est le chef de la section des politiques éducatives et qui est ici avec nous. Et sans tarder, puisque nous avons un agenda assez riche, je voudrais introduire Monsieur Guang Chol et lui donner la parole pour pouvoir donner ses remarques de bienvenue. Guang Chol, à toi. JC pour les intimes. Je suis intime à tout le monde. Et c'est un grand plaisir de me faire appeler aussi par Rokhaya M. Kwangchol. C'est la première fois qu'on m'appelle M. Kwangchol. Bonjour Mercedes, bonjour collègues, tu vois Bosco, Young Bosco et puis les autres collègues en fait de l'UNESCO et puis aussi du partenariat mondial pour l'éducation et d'autres. Alors, c'est aussi un grand plaisir que on travaille avec l'OMEP pour l'organisation de séries de webinaires, en fait, de partage d'informations et d'expériences en ce qui concerne la mobilisation des organisations de la société civile pour l'atteinte de l'ODD 4, en particulier la cible sur la petite enfance. Donc, alors, cela fait suite aussi à la conférence internationale mondiale sur la petite enfance qui a été organisée il y a maintenant 2 ans à Tachkent, Ouzbékistan, où il y a eu une forte implication, mobilisation des organisations de la société civile qui ont discuté aussi comment travailler davantage entre elles, mais également à l'appui des gouvernements, donc des autorités donc gouvernementales, pour la cause commune, qui est comment faire en sorte que on assure mieux en fait le bien-être des enfants, des jeunes enfants, et aussi faire en sorte que ils soient protégés, bien éduqués, et aussi poursuivre leur vie donc d'une manière plus épanouie. Donc, ce que nous avons discuté avec l'OMEP, c'est que même si les organisations de la société civile sont actives, peut-être elles pourraient contribuer davantage en travaillant mieux avec les autres partenaires, surtout gouvernementaux, mais également des partenaires techniques et financiers présents dans les pays. Et parce qu'au niveau donc de plusieurs pays qui sont représentés par vous, il y a des mécanismes de coordination et de collaboration qui réunissent non seulement les autorités gouvernementales, mais également les partenaires techniques et financiers de différents ordres internationaux, mais également bilatéraux, mais également aussi certaines organisations non gouvernementales, etc. Donc, ce que nous nous sommes dit, c'est que peut-être essayons de voir dans quelle mesure les organisations nationales de l'OMEP, mais également les autres organisations de la société civile, pourraient être mieux informées de ce qui se passe dans les pays, mais également au niveau mondial. Et comme ça, et donc, vous pouvez contribuer et donc, non seulement à renforcer le plaidoyer pour la cause, mais également contribuer effectivement donc, à renforcer les services
de qualité pour la petite enfance. Donc, j'espère que les présentations qui seront données, les discussions qui vont suivre, donc vont être utiles pour vous. J'ai vu en fait la liste des intervenants qui ont beaucoup d'expérience de coordination et de coopération au niveau national, mais aussi régional et international. Et donc, je pense que vous allez également ne pas hésiter à poser des questions, même critiques, provocateurs, pour qu'on puisse sortir de cette série de webinaires avec une bonne base d'éléments en fait qui pourraient servir donc à l'amélioration des services éducatifs et de bien-être pour nos jeunes enfants. Voilà. Merci beaucoup, JC, pour cette introduction qui campe bien le sujet et qui nous met une fois en face des enjeux que nous avons par rapport à cette session-là. Je sais que c'est une journée extrêmement chargée pour toi et donc n'hésite pas à te retirer à tout moment. Et on voudrait maintenant passer sur les autres points de l'agenda et je m'en vais sans tarder également donner la parole à Madame Mercedes Mayol, qui est la présidente d'Ombemel, pour son mot de bienvenue. Merci Rokaya, merci Wanchol, toute l'équipe sur la petite enfance en UNESCO et aussi notre représentant à l'UNESCO, Lisbeth Gilles et tous les collègues qui sont ici aujourd'hui. C'est une joie pour moi et en tant que président mondial de l'OMEP de vous accueillir et ce webinaire essentiel pour le renforcement de l'engagement local de la petite enfance. Je parle de l'Argentine, de le sud de l'Amérique aujourd'hui. Et nous sommes réunis online aujourd'hui dans un moment critique. Critique parce qu'il nous reste seulement 5 années avant le change de l'agenda 2030 et pourtant, nous constatons avec inquiétude que l'objectif 4.2 est encore loin d'être atteint. Et trop d'enfants, en particulier ceux issus de contextes vulnérables, restent privés d'une éducation préscolaire de qualité. Dans ces contextes, le mot du secrétaire général des Nations Unies la semaine passée, Antonio Guterres, ressent avec une force particulière. En ces temps de danger, la société civile est le moteur qui fait la différence. Face aux défis de notre époque, crise climatique, inégalité croissante, conflit, nous, les acteurs de la société civile, avons une responsabilité et un rôle clé. Nous devons renforcer notre engagement, notre coordination, notre influence pour faire entendre le voix des enfants et leurs familles, pour garantir que les engagements internationaux tels que c'est pris dans la déclaration de Tashkent se traduisent en actions concrètes sur le terrain. L'OMEP a été créé en 1948 et il travaille à côté de l'UNESCO pour promouvoir l'éducation et la protection de la petite enfance à travers le monde. Nous continuons d'avancer avec deux autres organisations de la société civile engagées en faveur des droits des enfants, telles que la campagne mondiale pour l'éducation et le réseau régionaux et local dédié à promouvoir les PP. Cette solidarité est notre force. Ensemble, nous plaidons pour une éducation préscolaire équitable, de qualité. Nous exigeons des investissements publics adéquats et nous construisons des ponts entre les différents acteurs engagés pour le droit des enfants. Ce webinaire est précisément pour l'objectif de nous outiller, de partager de ces stratégies et de ces expériences afin que nous puissions collectivement améliorer notre impact. Je remercie chaleureusement l'UNESCO et tous les experts présents aujourd'hui pour leur engagement, leurs contributions précieuses
Et je vous invite à participer activement de nos échanges, à poser des questions, comme Juancho l'a dit, des questions et partager les expériences pour enrichir notre outil. Ensemble, faisons de ces moments un catalyseur de transformation pour une éducation et une protection de la petite enfance véritablement inclusive, équitative et de qualité. Merci. Merci beaucoup, Mercedes. Merci beaucoup pour ces mots très engageants comme à l'accoutumée. Mercedes est toujours très, très passionnée et engage vraiment tout le réseau de l'ENEP avec tellement de dynamisme pour faire avancer les choses. Soyez-en remerciés également par rapport à cette situation. Et là, nous allons continuer sur les autres éléments du programme. Et je m'en vais sans tarder peut-être commencer par camper le sujet, à faire une présentation globale de la situation avant de passer la parole à mes collègues. Et j'ai Joa, donc du Partenariat mondial pour l'éducation, GPE, qui nous fera aussi une présentation suivie également donc de ce qui se passe réellement à l'échelle des pays. Et pour cette question-là, nous aurons également mes deux collègues Jean Bosco et Saïd qui pourront nous faire des présentations illustrées concrètement comment les choses se passent du global vers le niveau le plus opérationnel des choses. Et sans tarder, je m'en vais faire cette présentation qui va être par PowerPoint et qui va arriver d'un moment à l'autre. C'est bon. C'est parfait. C'est juste, j'espère, est-ce que vous voyez tous l'écran? Oui, nous voyons bien. Oui, très bien. Très On a bien. capté l'écran là. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons présenter avec ce PowerPoint un peu les éléments de cadrage de notre intervention. Et je commencerai peut-être par un premier slide qui pose le débat de quoi parle-t-on? Nous avons ici bien mis le titre de ce webinaire autour de renforcer l'engagement local pour la petite enfance, des outils et stratégies pour la société civile. Ce qui nous permet de dire aujourd'hui concrètement, quels sont les mécanismes, les cadres internationaux, régionaux et nationaux qui existent et qui guident les interventions et qui devraient être vraiment les fers de lance par rapport à l'intervention au niveau des différents acteurs et particulièrement, c'est quoi aussi le rôle que pourrait jouer la société civile. Et dans le cas d'espèce, concrètement, qu'est-ce que l'OMEP peut apporter dans cet effort de faire avancer l'agenda de la petite enfance, au niveau global, bien sûr, mais particulièrement au niveau national. Et c'est là tout le sens que nous donnons à la mobilisation des réseaux nationaux que vous représentez et des acteurs à la base. Pourquoi est-il essentiel alors pour nous d'avoir cette série de réunions? C'est essentiel parce qu'il faudrait premièrement que les organisations de la société civile, les différents acteurs puissent avoir les informations nécessaires, puissent se former et être outillés à jouer ce rôle d'influence qui leur est dévolu. Et par rapport à ça, c'est pour comprendre mieux les cycles budgétaires, comment ça se structure, comment ça se passe, comment ça se négocie, être aussi autonome du point de vue maîtrise de ces informations-là pour pouvoir par la suite influencer valablement les actions qui seront prises au niveau national. Deuxième chose serait au niveau de la participation et qu'il faudrait rendre active. Cette participation active s'explique du fait qu'il faudrait s'impliquer davantage dans les processus décisionnels. Et pour pouvoir s'impliquer dans ces processus décisionnels, il faudrait vraiment que la société civile puisse être l'organe qui va faire le suivi avec les gouvernements, avec les partenaires pour assurer cette redevabilité. Troisième élément toujours extrêmement important et qui a lien avec les aspects budgétaires, c'est tout simplement d'exercer ce rôle d'influence et de plaidoyer pour plus d'investissement pour la petite enfance. Et pourquoi il est important de faire du plaidoyer pour la petite enfance? Ceci parce que tout simplement, nous savons aujourd'hui que plusieurs pays dépensent des budgets extrêmement faibles pour la petite enfance. Nous pouvons même dire de façon globale
la tendance est de moins 2% des budgets de l'éducation alloués à l'éducation de la petite enfance. Et ces budgets qui sont alloués, malgré le fait que nous ayons toujours plus de 175 millions d'enfants qui sont aussi en dehors de ces structures de prise en charge. Voilà un peu un phénomène extrêmement important à regarder de plus près et comment maintenant arriver à pousser les pays à avoir ce rôle d'influence, ce rôle de priorisation de la petite enfance, mais influencé aussi par des interventions de la société civile. Quatrième et dernier élément, c'est agir. Et pour agir, il faut avoir des outils, il faut avoir les liens et il faut être un acteur de changement. Et c'est ce que nous attendons justement des différentes structures de l'OMEP au niveau des concentrés. L'élément qui suit et qui nous permet de camper, c'est juste un rappel parce que je suis devant un public initié et c'est sûr que c'est important de rappeler que notre cadre d'intervention reste quand même les ODD, les objectifs de développement durable et sur ces objectifs de développement durable, particulièrement l'objectif de développement durable 4 qui a trait à l'éducation et cet objectif de développement durable 4 qui a été un peu aussi opérationnalisé à travers le cadre d'action de Incheon, c'était en 2015, et qui est constitué donc des 7 cibles relatives à des résultats, mais aussi à 3 autres moyens de mise en œuvre. Ça va toucher la question du personnel, ça va toucher la question des environnements d'enseignement-apprentissage et nous regarderons plus particulièrement la cible 4.2 qui est relative cette fois-ci à la petite enfance. Juste pour rappel, pour vous, le rôle de l'UNESCO, vous vous rappelez également que c'est l'Agence des Nations Unies spécialisée sur la question de l'éducation. C'est aussi l'Agence des Nations Unies qui travaille sur le cadre normatif et qui aide les pays à avoir et à suivre aussi la mise en place donc, de ces cadres normatifs. Donc, c'est ce que nous appelons en anglais le standard setting. Nous avons aussi, par rapport à l'UNESCO, cette activité-là autour de définir les grands axes d'intervention, les axes programmatiques et aussi de mener un peu le débat au niveau global, d'assurer aussi un rôle de suivi, de reporting aussi par rapport à l'éducation de façon générale et c'est très connu notre outil de collection des informations qui est l'Institut des statistiques de l'UNESCO, mais aussi les mécanismes qui vont avec pour que l'UNESCO puisse jouer son rôle en termes de coordination, en termes également de services de secrétariat pour le SDG, pour l'ODD 4, mais aussi le comité directeur. Ça se présente comment? Vous verrez rapidement, je suis désolée parce que ces images sont en anglais, mais on verra très rapidement que ça nous présente les mécanismes tels que ça fonctionne. Et ces mécanismes tels que ça fonctionne, c'est autour donc, de l'ODD 4, je le disais tantôt. Cet ODD 4-là est structuré aussi est mis en œuvre ou bien est régulièrement suivi parce que ce que nous appelons le comité directeur, le groupe de haut niveau qui sert aussi de comité directeur et qui est constitué de 28 membres. Et dans ces 28 membres-là, vous avez plusieurs sièges qui sont attribués. Il y a 12 qui sont occupés par des États membres. Il y a également le secteur privé qui est représenté, les jeunes, les donateurs. Nous avons les organisations multilatérales qui sont au nombre de 5 représentations. Et nous avons enfin également les organes au niveau régional qui sont tout aussi représentés à travers ce groupe de haut niveau et qui sert de comité directeur de l'ODD 4. Et de l'autre côté, vous allez voir également comment ça se présente en termes d'organisation de travail et surtout des mécanismes d'intervention pour produire les évidences qu'il faut, c'est-à-dire donner les preuves, les informations qu'il faut, assurer également ces questions donc de données qu'il faut pour pouvoir avancer sur les mesures politiques, mais aussi coordonner les actions de financement. Ça va nous permettre, et là nous en avons parlé très rapidement, c'est un slide qui nous donne un peu les informations sur peut-être les pays qui sont représentés pour les États membres. Nous avons la Côte d'Ivoire, l'Arabie Saoudite, Bangladesh, nous avons l'Etvia, nous avons la France et le Brésil qui sont aussi là pour représenter les pays, l'Éthiopie, Yémen, la Chine, Roumanie et vous avez tous les pays qui sont représentés ici avec la Chili. Nous avons au niveau des organisations régionales, l'Union africaine pour ce qui nous concerne au niveau de la région Afrique. Nous avons également SAMEO, par exemple, pour les régions
pour la région de l'Asie. Enfin, nous avons au niveau aussi des représentations bilatérales, multilatérales, nous avons plutôt les banques et les fonds. Nous avons particulièrement le GPE, nous avons l'OCDE, nous avons l'UNICEF, la Banque mondiale qui sont aussi représentés. Mais nous avons surtout une représentation également des organisations de la société civile et que nous retrouvons autour de ce que nous appelons les CCNGO. Et par rapport à cet axe-là, nous avons aussi OMEP qui travaille avec son siège de représentation ou de partenaire, d'ONG partenaire de l'UNESCO et qui est aussi membre de ce CCO-NGO. Next. Sur le prochain, très rapidement, c'était pour vous montrer également comment ce mécanisme fonctionne également en termes donc de piliers d'intervention. Et vous verrez sur le premier pilier d'intervention, c'est tout ce qui va toucher un peu les forums, les cadres d'intervention. Et là, on va avoir, par exemple, la réunion mondiale de l'éducation qui se tient régulièrement et au cours desquelles on discute de plusieurs éléments, de plusieurs aspects qui sont extrêmement importants. Et la petite enfance a été pour la dernière réunion, par exemple, au cœur des discussions. À Fortaleza, il y a eu beaucoup de discussions autour également de cette réunion. Le prochain, maintenant, on descend vraiment sur l'essence même de nos discussions. Et cette essence-là, c'était de voir concrètement comment la petite enfance s'articule par rapport à tous ces éléments-là. Nous avions tantôt parlé de la cible 4.2 et cette cible 4.2 est aujourd'hui notre référence, notre axe d'intervention par rapport à l'éducation et la protection de la petite enfance. Mais nous avons de l'autre côté également la déclaration d'une jeune qui a donné un peu les orientations de comment il faut agir, comment il faut mettre en place les mécanismes, comment il faut mettre en dialogue aussi les différentes possibilités pour arriver à faire avancer l'agenda de l'éducation, y compris aussi celui de la petite enfance. Et le dernier, le plus important pour nous, c'est aussi la déclaration de Tashkent, qui a été adoptée par les 155 États membres de l'UNESCO en 2022 et à la suite de la conférence mondiale qui avait été organisée dans ce sens-là et qui était la première conférence mondiale intergouvernementale. Intergouvernementale ici parce que c'était une conférence qui a permis justement aux États membres de prendre leurs responsabilités par rapport à la petite enfance et de s'accorder autour de cette déclaration de Tashkent qui aujourd'hui réaffirme c'est quoi la zone de couverture de la petite enfance, mais c'est quoi également peut-être les axes prioritaires sur lesquels les pays devraient travailler. Nous avons aussi quelques mécanismes qu'on va trouver au niveau régional. Je vous ai tantôt parlé des mécanismes au niveau global, mais au niveau régional, nous avons également des mécanismes qui sont liés au suivi de l'ODD, mais qui sont liés aussi parfois à ce que les régions même mettent en place. Nous avons CEMEO au niveau de l'Asie et nous avons aussi l'Union africaine qui travaille sur ces aspects-là et qui parviennent justement à catalyser aussi des efforts pour faire avancer cet agenda. À ne pas rater, on vous a donné quelques éléments ici. Nous avons le comité directeur. Le comité directeur ici, pourquoi nous pensons que c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas rater dans les marqueurs d'intervention et c'est surtout par rapport peut-être à Mercedes au niveau global et l'OMEP au niveau de sa coordination parce qu'il y a ce siège-là qui est réservé aux organisations de la société civile. Et même si ce n'est pas l'OMEP qui occupe pour le moment ce siège, l'OMEP peut régulièrement rentrer en contact avec l'organisation qui représente justement la société civile au niveau de ce comité directeur-là pour faire remonter la voix de la petite enfance, pour s'assurer que dans les délibérations, dans les discussions et dans les avancées qui vont être notées, la petite enfance figure en pôle position. Le deuxième élément se passera directement au niveau pays. Et mes collègues Jean Bosco et Saïd vous en parleront plus largement. C'est vraiment les groupes locaux d'éducation et qui sont des plateformes de coordination qui facilitent le dialogue politique, la planification sectorielle et le suivi de l'éducation, y compris la petite enfance. Et c'est là où il y a une faiblesse. Il y a une grosse faiblesse de représentation, de participation des acteurs de la petite enfance. Et c'est là où justement il y a aussi une niche d'intervention, une fenêtre d'espoir qui s'ouvre pour les gens qui participent à ce séminaire-là et qui sont au niveau donc des pays et qui peuvent participer à ça. Troisième et très important également, c'est les processus de financement qui sont liés un peu au processus de planification sectorielle et des cycles. Et un très, très important, mon collègue Joab en parlera tout à l'heure, ça va être par rapport au GPE. Comment se fait-il que justement dans les différents
projets GPE que nous avons, nous n'ayons pas suffisamment de représentation de la petite enfance, même si la situation a beaucoup évolué par rapport au modèle initial du GPE. Beaucoup d'efforts ont été réalisés, mais c'est encore une fois vraiment le moment d'investir ce créneau, de continuer à pousser afin que quand le pays décidera de ses politiques, que la petite enfance ne soit pas absente. Enfin, je voudrais presque terminer sur les 2 derniers slides en vous parlant de cette déclaration de Tachkent dont on avait parlé tout à l'heure et qui sert un peu de feuille de route pour nous. On pourrait même dire c'est notre boussole d'intervention et qui est constituée de 4 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est par rapport aux services de qualité, mais il faudrait également prendre à bras le corps la question de l'inclusion à ce niveau-là. Deuxième pilier va être au niveau du personnel et c'est un facteur extrêmement important également, particulièrement en termes de professionnalisation du personnel de la petite enfance. Le troisième pilier est pour la transformation, l'innovation concrètement. Et par rapport à ça, nous avons développé récemment un outil que nous partagerons très prochainement avec tous les pays et avec toutes les organisations pour que ça puisse être utilisé comme outil d'autodiagnostic au niveau du pays pour voir où est-ce qu'on en est en tant que pays par rapport à la transformation de leur système de prise en charge de la petite enfance. Et enfin, toutes les questions de politique, de gouvernance et de financement. Voilà, je crois, les éléments essentiels que nous voulions partager avec vous, mais qui vont être peut-être dégrossis, rendus beaucoup plus clairs, rendus beaucoup plus fonctionnels à travers les différentes présentations qui vont suivre. Et je commencerai sans tarder par la présentation de mon collègue Joa, qui est le responsable de la petite enfance au niveau du partenariat mondial pour la petite enfance. Joa, à toi la parole. Merci Rokhaya. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Joa Kai, je suis un spécialiste de l'éducation au sein du secrétariat du GPE et le point focal ou le lead thématique sur le développement de la petite enfance. Donc, d'abord, je voudrais remercier l'UNESCO et l'OMEP pour l'opportunité de participer dans cet échange qui est vraiment important. Je pense que le GPE reconnaît le rôle essentiel de la société civile dans nos mécanismes opérationnels. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, je vais me permettre de partager mon écran. Attendez une seconde. Alors, j'espère que maintenant, je suis en mode présentation. Vous me dites si ce n'est pas le cas. En tout cas, je vais vous partager aujourd'hui une présentation sur le rôle de la société civile dans le fonctionnement des mécanismes du GPE, en sachant que les mécanismes du GPE sont assez complexes. Je ne pense pas, dans le quart d'heure qui m'a été alloué aujourd'hui, rentrer dans les détails peut-être de ces mécanismes, mais j'espère vous donner un aperçu global et surtout me focaliser sur les points d'entrée sur la société civile en lien avec un focus sur le développement de la petite enfance à travers nos mécanismes. Donc, dans un premier temps, qui sont les partenaires clés du GPE, au niveau global comme au niveau local? Donc, vous voyez, notre point d'entrée, c'est toujours les gouvernements à travers les ministères de l'Éducation, les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et les fondations qui s'intéressent beaucoup au sujet du développement de la petite enfance et de l'éducation préscolaire. La jeunesse, les adolescents, les représentants des enseignants et la société civile. Donc, vous voyez déjà que la société civile est reconnue formellement comme un acteur intégral, un acteur clé du GPE. Maintenant, au niveau pays, le GPE, tout s'articule à travers le groupe local de partenaires de l'éducation. Et vous voyez les mêmes parties prenantes que je viens de lister se retrouvent au moins théoriquement inclus dans le groupe local des partenaires d'éducation au niveau pays. Je sais qu'on va rentrer dans les détails dans la prochaine présentation sur le groupe local des partenaires d'éducation. Je pense sincèrement que c'est peut-être une ambition d'avoir tous ces partenaires autour de la table. Je ne pense pas avoir vu la jeunesse ou des représentants des enseignants au niveau pays dans un groupe local de partenaires de l'éducation. Je pense qu'on reconnaît aussi que
la société civile, de manière large, sens large, a besoin d'avoir une voix plus forte dans ce cadre. Et il y a des mécanismes. Joa, excuse-moi, ta présentation semble figée. C'est volontaire, c'est toujours au slide 1 pour nous. Pardon, ça marche pas. Oui, c'est un slide toujours. Alors, je sais pas. Et ça reste aussi, voilà. Alors, je peux retenter. En tout cas, Oui, c'est bon, c'est parfait maintenant. Oui, là, ça bouge, oui. alors, vous voyez le diapo du groupe local des partenaires de l'éducation? Oui, Oui, d'accord. Oui, nous voyons. Oui, D'accord, ça se très bien. voit. OK. Très bien, donc bon, voilà. le seul petit truc, c'est que c'est pas en mode de diapo. Alors, de mon côté, excusez-moi, il est en mode diapo. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus, OK, malheureusement. Donc, il va ça va, c'est pas falloir grave. continuer comme ça. Excusez-moi. OK, OK, pas de souci. Ouais. Donc, voilà. Donc, le groupe local donc, des partenaires de l'éducation est vraiment le point d'entrée pour le GPE à travers lequel nous travaillons au niveau pays, la société civile étant un partenaire clé dans ce groupe. Et comment le GPE fonctionne, c'est que à travers un dialogue politique et inclusif avec le groupe local des partenaires de l'éducation, il y a un pacte de partenariat qui est développé. Ce pacte est une vision pour le pays. C'est pas un financement direct, mais c'est plutôt une vision pour le pays qui établit des priorités qui pourrait vraiment soutenir la transformation du secteur de l'éducation dans ce pays. Et dans maintenant presque la moitié des pays où un pacte de partenariat a été élaboré, l'éducation préscolaire se situe comme une priorité pour pousser cette transformation du système. Donc, je pense que ça, c'est déjà un succès, en sachant que souvent le sous-secteur préscolaire est minimisé dans ces dialogues politiques, mais qu'il y a une reconnaissance au niveau pays de son importance pour amener le système éducatif à être transformé, en sachant l'impact d'une accès l'accès à l'éducation préscolaire de qualité qui peut avoir sur l'enfant, sur son développement holistique et sur sa suite de sa scolarité. Et donc, il y a trois étapes dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces pactes de partenariat. La première étape, tout ça là, se fait encore à travers le dialogue politique, le groupe local des partenaires de l'éducation. La première phase, c'est évaluer et diagnostiquer donc le contexte actuel de ce pays, identifier quels sont les besoins, les contraintes et vraiment faire ce diagnostic. Et c'est là où la voix de la société civile est aussi intégrale pour assurer que dans ce dialogue, que la situation du préscolaire, l'éducation préscolaire, du développement de la petite enfance est vraiment bien cadrée. Parce que si ça ne ressort pas pendant cette première phase, ça sera très difficile de retrouver l'éducation préscolaire et le développement de la petite enfance ressortir comme une priorité dans les étapes 2 et 3. Donc ça, c'est vraiment une première étape qui est clé. Je vais aller un peu plus dans les détails de comment la société civile peut jouer ce rôle d'une manière efficace par la suite. Donc, suite à cette évaluation, il y a donc l'établissement le consensus sur la priorité pour le pays. Et par la suite, donc, et ça c'est donc l'élaboration du pacte de partenariat, la validation de ce pacte de partenariat. Et par la suite, il y a des modalités de financement du GPE qui appuient la mise en œuvre donc, de ce pacte de partenariat. Et vous voyez donc l'étape 3, c'est vraiment le suivi et évaluation de la mise en œuvre de ce pacte de partenariat qui permet des points d'entrée pour la réflexion de comment est-ce que la mise en œuvre se passe, est-ce qu'il y a des besoins de revoir les approches, les stratégies, et encore là, la voix de la société civile devrait être inclue dans ces réflexions. Alors, ce que nous avons vu au niveau du GPE, c'est que les pays
qui ont eu un succès pour positionner l'éducation préscolaire ou le développement de la petite enfance comme une priorité sectorielle qui ressort dans le pacte de partenariat, se sont structurés d'une manière où ils avaient une forte voix qui n'était pas juste la société civile. La société civile était là, mais il y avait un alignement au niveau pays avec toutes les différentes parties prenantes qui s'engagent dans le sous-secteur préscolaire pour avoir une voix collective. Et là, je vous partage avec vous le lien pour donc la boîte à outils d'analyse et de planification pour l'accélérateur préscolaire. C'est un outil qui était développé à travers des financements du GPE, qui donne des orientations pour assurer l'intégration de l'éducation préscolaire à toutes les différentes étapes. Vous voyez donc les différentes étapes à droite, excusez-moi, c'est en anglais, de la planification sectorielle. Et donc, la première étape, c'est de comment renforcer la volonté politique et la compréhension du sous-secteur préscolaire au niveau pays. Donc, vous avez 4 outils dans cette ressource qui est en ligne qui permet les équipes pays de se structurer d'une manière d'avoir vraiment une voix collective. Et je partage avec vous ici la fiche de conseil pour la mise en place d'un groupe de travail technique sur l'éducation de la petite enfance. Donc, ça donne des orientations à comment vous structurer au niveau pays pour avoir ce plaidoyer. Le rôle de la société civile est intégral, mais s'assurer que aussi vous allez ensemble avec la Direction nationale de l'éducation préscolaire, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, vous engagez les ONG internationaux qui travaillent dans le domaine du préscolaire et les acteurs des Nations Unies comme l'UNESCO, l'UNICEF, et que ensemble vous créez un groupe qui fait ce plaidoyer. Et quand vous arrivez donc dans ces discussions pour le pacte de partenariat dans le cadre du groupe de travail de partenaires de l'éducation, l'éducation préscolaire ressort pas juste par une voix, mais une voix collective de plusieurs partenaires clés qui participent dans ce dialogue. Et quand cette voix est unifiée et que les messages clés passent à travers plusieurs acteurs et plusieurs réseaux, c'est là où on a vu vraiment l'impact de la société civile et l'impact collectif pour établir ce consensus, pour valoriser le préscolaire au niveau des financements du GPE. Et vous voyez ici dans le plan stratégique actuel que l'éducation préscolaire ressort comme une des thématiques prioritaires du GPE. Ça veut dire que le GPE reconnaît la valeur de l'éducation préscolaire et que c'est une des points d'entrée où le GPE est prêt à financer, à savoir que le GPE se focalise sur l'éducation préscolaire, c'est-à-dire le tranchage de 3 à 5 ans, tout en sachant que les 0 à 3 est très important, mais comme notre point d'entrée et avec les financements avec le ministère de l'Éducation, le focus est vraiment sur l'éducation préscolaire, avec des possibilités d'avoir des interventions pour les 0 à 3 qui seraient peut-être un peu moins importantes en termes de financement. Et donc, voilà, rapidement, vous voyez des différentes modalités de financement. Donc, vous avez ce pacte de partenariat et elle est opérationnalisée par le GPE à travers ces modalités de financement qui sont donc le renforcement des capacités du système, le financement pour la transformation du système, et je dirais, l'accélérateur de l'éducation des filles n'est pas directement lié, je dirais, pour l'éducation préscolaire, mais le multiplicateur est vraiment, je pense, un élément clé parce que ça, en fait, c'est un financement où d'autres partenaires en dehors du GPE peuvent ajouter des fonds pour augmenter l'enveloppe financière des financements pour le pacte de partenariat. Sur des thématiques spécifiques, on a vu dans plusieurs pays que des fondations se sont alignées avec le GPE pour ajouter des financements pour focaliser, pour justement la mise en œuvre des activités et de la stratégie nationale qui touchent sur la petite enfance à travers le pacte de partenariat. Donc, c'est à travers ces 3 modalités de financement que le pacte de partenariat est mis en œuvre et donc indirectement, des activités de l'éducation préscolaire seraient financées ou ça ressort comme une priorité pour le pays.
En dehors de nos modalités de financement à travers le pacte partenariat, nous avons aussi d'autres opportunités pour engager la société civile. Nous avons le KICS, donc ça c'est l'aspect de tout ce qui est les études et les recherches et l'innovation sur différentes thématiques et le GPE a un focus aussi sur l'éducation préscolaire. Il y a maintenant 2 cohortes de recherche, une qui a finalisé l'année dernière et une nouvelle qui a été relancée pour les 3 prochaines années sur l'éducation préscolaire. Et la société civile peuvent être donc impliquée dans ces initiatives de recherche qui sont vraiment des recherches au niveau des pays et des spécialistes au niveau de ces mêmes pays. Il y a aussi l'éducation à la voix haute. Donc, c'est pour les partenaires, pour le plaidoyer, la responsabilité sociale. Et ça, c'est entièrement pour financer la société civile au niveau des pays et renforcer leur voix et leur engagement au niveau du dialogue politique au niveau national. Et pour certains pays, ils ont reçu des financements pour se focaliser justement pour le plaidoyer pour l'éducation préscolaire et le développement de la petite enfance et responsabiliser justement le gouvernement pour leur engagement vis-à-vis de cette thématique. Il y a aussi des financements pour le renforcement des capacités stratégiques sur des différentes thématiques. Malheureusement, il y a, je pense, 6 thématiques. Malheureusement, pour le moment, le développement de la petite enfance n'est pas une de ces thématiques, mais il y a un plaidoyer à l'interne pour voir s'il y aurait peut-être des opportunités par la suite dans le nouveau plan stratégique du GPE 2026-2030 pour aussi considérer le développement de la petite enfance qui serait donc par la suite, si jamais ça se réalise, un point d'entrée pour des financements aussi et l'engagement pour la société civile qui pourrait bénéficier de ces financements et de ces renforcements de capacités. Donc, je pense avoir resté dans le temps. Excusez-moi pour le problème de projection de la présentation, mais je m'arrête là et Rokhaya, je te repasse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joa, pour cette présentation très, très claire donc, et vraiment très instructive également pour les différents participants à ce webinaire. Et c'est bien noté par rapport à la présentation dans le chat que justement, nous allons prendre un slide de Joa et essayer de partager avec les collègues qui pourront par la suite en faire usage et aussi continuer à s'éclairer par rapport à ça. Et nous partagerons également, si tu le permets plus tard, Joa, tes contacts pour éventuellement des personnes qui auraient besoin peut-être d'éclairage au niveau de la coordination. Voilà, au niveau de la coordination de l'OMEP, nous partagerons tes contacts aussi avec Mercedes et Gilles si tu n'y vois pas d'inconvénient. Bien sûr. Merci beaucoup, collègues. Nous allons continuer ces discussions et Joanne, nous sommes sûrs qu'il y aura énormément d'autres questions qui vont sortir dans les débats et qui vont aller vers toi, mais nous allons essayer de continuer un peu peut-être le cycle de présentation illustré avec ce qui se passe au niveau pays et ensuite revenir pour permettre aux présentateurs d'être les panélistes pour répondre un peu aux différentes questions. Et là, je m'en vais sans tarder passer la parole à mon collègue Jean Bosco qui est le chef du secteur éducation au bureau de l'UNESCO à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et qui va nous parler aussi de ce qui se passe concrètement en termes de coordination. Et j'en profite pour vous dire que Jean Bosco est actuellement chef du secteur éducation et responsable également du projet GPE UNESCO en Côte d'Ivoire, l'un des rares pays à avoir mis la petite enfance comme un axe prioritaire dans sa requête donc, de financement au GPE. Jean Bosco, à toi la parole. Merci bien, Rokhaya. Vous m'entendez? Oui, très bien. J'essaie de partager ma présentation. Alors, est-ce que vous voyez? Vous arrivez à voir? Pas encore. Pas encore.
c'est en route comme je suis loin. Oui, c'est ça, il est à l'aéroport. Bon, sinon, j'ai envoyé la présentation à Nina. Oui. Si ce n'est pas toujours arrivé, peut-être Nina peut-être moi pourra qui le partage faire. pour lui. Nina va essayer de partager. Bon, j'arrête pour moi là. Voilà, merci Rokaya, merci à DC, à tout le monde pour cette importante initiative au titre de l'éducation et de la protection de la petite enfance qui constitue aujourd'hui une haute priorité dans le cadre du processus de transformation de l'éducation. Je vais vous partager le cas de la Côte d'Ivoire au titre des mécanismes de coordination et de suivi concernant l'éducation et la protection de la petite enfance qui relève du secteur de l'éducation et de la formation et partagé aussi dans plusieurs départements ministériels. Globalement, nous avons la primature qui coiffe l'ensemble des structures étatiques et qui définit la politique du gouvernement et pilote la mise en œuvre pour donc, le bénéfice des cibles au titre de ces politiques qui intègrent également les éléments liés à l'éducation et à la protection de la petite enfance. Rattaché à la primature, nous avons le comité interministériel de coordination du secteur de l'éducation et de la formation qui est présidé par le Premier ministre et composé des ministres en charge du secteur de l'éducation et de la formation, incluant l'éducation et la protection de la petite enfance, le ministère de l'économie et des finances, le ministère du budget, de la fonction publique, etc. Cette instance qui est la plus haute en matière de coordination de toute la politique de l'éducation et du développement de la petite enfance est chargée de la mise en œuvre des politiques éducatives dans leur globalité, d'informer la hiérarchie sur les dysfonctionnements, les contre-performances du secteur à travers un rapport qui est établi chaque année au titre de la revue sectorielle, d'impulser et de coordonner la définition et la mise en œuvre des politiques, des plans stratégiques de développement du secteur de l'éducation et de la formation, de conduire les réflexions stratégiques, de mobiliser aussi les financements nécessaires pour le secteur de l'éducation et de la formation. Rattaché donc au SICSEF, nous avons la Task Force, qui est une instance technique de coordination, de suivi des politiques, plans sectoriels de l'éducation et de la formation, prenant en compte les aspects liés au développement de la petite enfance également. Cette instance est chargée globalement de l'animation du dialogue sectoriel et de l'organisation des revues sectorielles. Son rôle majeur concerne les aspects techniques et n'est pas impliqué dans la mise en œuvre, ce qui lui donne un regard de retrait par rapport à ce qui se passe dans le secteur pour leur permettre donc de donner un point de vue assez objectif sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas. Et comme les autres collègues l'ont partagé, on a le groupe local des partenaires de l'éducation qui est l'organe de coordination des interventions au titre du secteur de l'éducation et de la formation, regroupant à la fois le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, la société civile, le secteur privé, les communautés locales, les parents d'élèves, autour de tout ce qui concerne le dialogue partenarial, la coordination, les questions relevant du suivi, évaluation du secteur de l'éducation, l'arbitrage des décisions, des grandes décisions sur les réformes, les orientations, impliquant à la fois et les partenaires et le gouvernement par rapport aux engagements pris au titre du secteur de l'éducation et les aspects aussi qui concernent
l'éducation, la protection de la petite enfance. Nous avons le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, c'est le gros ministère, avec une grosse direction, la direction des écoles, lycées et collèges, la DELC, chargée donc de la gestion administrative des écoles préscolaires publiques et privées et aussi les écoles communautaires. On a le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui a en son sein la direction de la coordination des établissements et services à caractère social de protection de la petite enfance et des complexes sociaux éducatifs. Cette direction a pour rôle essentiel de promouvoir, de développer, de coordonner les activités des complexes sociaux éducatifs, les centres de protection de la petite enfance, les centres d'action communautaire pour l'enfance, les crèches, les garderies, les centres d'éducation spécialisés, les centres sociaux, etc. Leur rôle consiste également à suivre, évaluer les activités pédagogiques et rendre compte à travers donc, des rapports d'évaluation annuels. On a le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui a l'Institut national supérieur de formation sociale créé en juillet 2022 qui est chargé de former les travailleurs sociaux au métier de l'éducation et de la protection de la petite enfance, comme les assistants sociaux, les éducateurs préscolaires, éducateurs spécialisés, les maîtres d'éducation spécialisés, les conseillers, les inspecteurs, les administrateurs, etc. Donc, cet institut joue un rôle important pour tout ce qui concerne la formation du personnel et des encadreurs, les acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique. Nous avons aussi le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Son rôle, c'est de renforcer les activités de nutrition au niveau communautaire et de s'occuper des questions de nutrition, d'alimentation qui concernent la petite enfance. Donc, là, on a les instances et les cadres qui sont mis en place pour tout ce qui concerne la coordination des aspects concernant l'éducation et la protection de la petite enfance. Maintenant, ces mécanismes fonctionnent à travers un certain nombre d'outils stratégiques de pilotage, de prise de décision et de suivi et évaluation, aussi de financement. Donc, en tête, nous avons le PND. La version précédente du PND a expiré en 2025. Il y a le nouveau PND qui est entré en vigueur, qui couvre la période 2026-2030. C'est le plan national de développement, qui est le grand chapeau, avec tous les piliers inscrits pour impulser le développement multisectoriel à toutes les échelles et couvrant aussi les aspects qui concernent le développement de la petite enfance. Les États généraux de l'éducation nationale, où l'UNESCO a joué un rôle majeur qui a permis au pays d'adopter un certain nombre de réformes et de mettre en place des orientations fortes pour la transformation de l'éducation, avec un axe important qui a été défini sur l'éducation et la protection de la petite enfance, qui vise à promouvoir et à généraliser la politique de la petite enfance. Comme vous l'avez vu, il y a plusieurs instances qui interviennent dans le sous-secteur de l'éducation et de la protection de la petite enfance. Il est important d'avoir une politique globale qui est harmonisée. On a le plan sectoriel de l'éducation, le plan actuel, c'est le plan 2007-2025 qui arrive à expiration au mois de décembre 2025. Et le pays s'est engagé pour aller vers l'élaboration d'un nouveau plan sectoriel post-2025, adossé à la fois à l'agenda ODD 4, l'agenda des ODD globalement, mais aussi au sommet de l'avenir. Et au niveau du plan sectoriel, le résultat stratégique important qui concerne l'éducation et la protection de la petite enfance, c'est de pouvoir donc inscrire une proportion élevée d'enfants de moins de 5 ans dont le développement est en bonne voie en matière de santé, d'apprentissage,
et de bien-être psychosocial. Pour l'instant, les taux sont assez faibles et tournent autour de 30%. On a le programme de développement intégré du jeune enfant en Côte d'Ivoire. C'est le programme qui fédère tout ce qui touche à l'enfant en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de droits, etc., etc. Donc, c'est un gros programme conjoint qui est articulé autour de tout ce qui concerne l'éducation et la protection de la petite enfance. On a les revues sectorielles conjointes au sein du GLPE et c'est une démarche également, une pratique qui est ancrée au niveau des mécanismes du GPE pour permettre d'assurer une transformation beaucoup plus efficace des ressources en résultats en termes de pilotage, de gouvernance, de gestion et d'amélioration de la qualité de l'éducation. On a également les revues sectorielles du Programme national de développement. Ce sont des revues qui se tiennent au niveau des départements ministériels impliqués. On a également le cadre de coordination pour le développement durable. C'est ce qu'on appelait avant les CCA, UNDAF, etc. Ça, c'est le mécanisme global de coordination des Nations Unies avec le pays, où nous avons l'ensemble de nos interventions alignées sur les priorités nationales, avec donc des ressources qui sont disponibles au niveau des différents programmes et une intervention conjointe en synergie pour atteindre des résultats beaucoup plus importants à travers le One UN. Donc, au regard de tous ces mécanismes de coordination et les outils utilisés, en particulier le pacte de partenariat dont nos collègues du GPE et Rokhaya ont évoqué. Donc, pour pouvoir traduire en opération réelle, tangible, les engagements souscrits au titre de l'éducation de la petite enfance, il faut arriver à inscrire dans ces outils de pilotage des politiques ces priorités en amont des financements. Par exemple, au niveau du pacte de partenariat, du plan sectoriel et des États généraux en Côte d'Ivoire, il y a eu un consensus de l'ensemble des parties prenantes pour donner une forte priorité au développement de l'éducation, de la protection de la petite enfance, ce qui a permis de retenir le sous-secteur comme sous-secteur prioritaire au niveau du pacte de partenariat et d'allouer donc à ces sous-secteurs des ressources à travers les financements du GPE sur la transformation. Et les principales actions prévues concernent la construction et l'équipement de 440 salles de classe du pré-primaire dans les écoles primaires en zone rurale et périurbaine. L'élaboration de la politique nationale de développement de l'éducation préscolaire avec notamment l'appui de notre siège et en termes de personnes ressources, nous avons Rokhaya qui nous accompagne beaucoup avec toute la section de DC dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité. Il y a eu même récemment une mission qui a été donc effectuée à Abidjan la semaine dernière. La révision des programmes de formation initiale et continue des enseignants, la révision des contenus des programmes du pré-primaire prenant en compte le genre et les TIC, la production des supports pédagogiques et des matériels didactiques prenant en compte le genre pour les apprenants et les enseignants du pré-primaire. Donc voilà comme exemple un certain nombre d'actions concrètes qui ont été arrachées dans le cadre des fonds GPE et allouées au sous-secteur de l'éducation, de la protection de la petite enfance. Et je peux vous garantir qu'avant, ce n'était pas du tout le cas et c'était difficile, même quand il faisait le plaidoyer pour prendre en compte la petite enfance. Tout de suite, il y avait beaucoup d'acteurs qui se braquaient et on avait du mal à faire passer un certain nombre d'appuis opérationnels pour ce sous-secteur, dont le changement est en train de venir
petit à petit. Il est important de poursuivre les efforts de plaidoyer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean Bosco, aussi pour cette présentation très détaillée, très illustrée et qui donne des actions concrètes de comment le changement peut se produire à l'échelle donc d'un pays. Et il faudrait voir, juste si je me permets aussi, pour dire que on est arrivé à ce résultat-là parce qu'il y a eu un portage politique extrêmement fort, portage politique et institutionnel extrêmement fort depuis les États généraux de l'éducation, par la personne de la ministre de l'Éducation qui a rappelé régulièrement que son mandat, c'était le ministère de l'Éducation, y compris l'éducation préscolaire, et qu'elle tenait vraiment à ce que ce secteur, ce sous-secteur soit valablement intégré à l'intérieur. Il y a eu aussi l'appui de la sous-directrice générale de l'UNESCO qui l'a rappelé plusieurs fois aussi dans les interventions, et un grand mouvement de la société civile. Et le résultat, il est là, comme le dit Jean Bosco, ça a été arraché et c'est vraiment au grand plaisir également et au bonheur des petits Ivoiriens qui vont pouvoir accéder davantage à la prise en charge au niveau des structures d'éducation de la petite enfance. Merci beaucoup et nous allons finir les présentations en invitant mon collègue Saïp, qui est également le chef du bureau, le chef du secteur éducation au bureau de l'UNESCO à Kinshasa, en République démocratique de Congo, et qui va aussi nous parler beaucoup plus des mécanismes, comment ça fonctionne au niveau local, comment vraiment on arrive à intégrer tout ceci dans le dispositif de suivi et de coordination de l'éducation. Saïp, à toi. Saïb, tu es encore muted. Oui, Voilà. merci beaucoup, Rokhaya. Merci, chers collègues. Je me joins aux remerciements, aux félicitations d'avoir impliqué la RDC dans ces échanges. Et que, comme tu l'as rappelé, Rokhaya, nous, la RDC, je crois que cette année est une année charnière où la petite enfance peut arracher des choses. Donc, c'est une position sur laquelle je vais y revenir. C'est une bonne opportunité de discuter de cette thématique pour voir parce que la RDC finit son plan sectoriel, il y a un nouveau plan intérimaire qui va être mis en place, etc. Il y a la revue à mi-parcours du pacte de partenariat. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, de niches qui s'offrent donc par rapport à la petite enfance. Mais très rapidement, peut-être dans ma présentation, je vais très rapidement camper un peu le décor par rapport à la petite enfance dans la stratégie actuelle. La stratégie actuelle et le plan de travail budgétisé. Et par rapport à la stratégie actuelle, il faut dire que la cible, c'est d'atteindre 15% cette année, 15% de taux de préscolarisation, et voir comment mettre un focus, avoir plus, en tout cas, l'accès par rapport aux écoles, surtout en milieu rural et périurbain, et voir comment le partenariat avec les communautés puisse être renforcé. Et enfin, le développement des classes pré-primaires, comme on les appelle ici. Donc, c'était un peu l'un des objectifs à peu près de la stratégie sectorielle. Et je rappelle maintenant en 2022, la RDC a fait son RAISEN, c'est le rapport diagnostic un peu du système. Et voilà un peu le tableau, un peu, hein, c'est pas exhaustif, mais où on voit bien que actuellement, on est à peu près à 5%. Donc, les 15% de 2025 restent encore un peu à discuter. C'est sûr que l'évaluation va faire ressortir que la RDC n'a pas atteint donc, cet objectif. Et aussi, l'autre phénomène qui est ressorti de ce diagnostic, c'est surtout au niveau urbain qu'on a plus donc de fréquentation du préscolaire. Et aussi, en RDC, il faut dire qu'on dit que plus de la moitié donc, des écoles sont privées. Même les écoles publiques sont financées à 72% par les parents. Donc, on peut, entre guillemets, croire que presque à 100% les écoles sont privées. Alors que je crois que les recommandations
de l'ODD de la cible 4.1. Donc, va donc essayer de parler de la gratuité un peu de l'école publique. Donc, par rapport à cela, maintenant, nous, au niveau de l'UNESCO, on a essayé d'avoir un plan de travail budgétisé annuel. Et le plan actuel de 2024-2025, qui sert aujourd'hui de cadre de suivi des activités, que ce soit du gouvernement et des partenaires, ce cadre qui a été élaboré donc l'année dernière, c'est de voir comment promouvoir la préscolarisation. Et le coût du programme, donc le coût global du programme, c'était 11 271 708 $. Et ça représente seulement 2% du montant global du plan. Donc, le préscolaire à 11 millions et c'est réparti autour de 50% pour l'accès, la qualité seulement 7% et la gouvernance 43%. Et ce document, je rappelle, a été validé par le LEG, le groupe local de l'éducation, et le gouvernement a à peu près 95% par rapport à ce montant, 95%. Les 3%, c'est les partenaires et 2%, c'est un gap à rechercher. Donc, pour dire que tout à l'heure, ce que tu disais, Rokhaya, les budgets même, c'est moins de 2% que généralement les gens. Et ça, c'est une projection et c'est sûr que à la fin de l'année, à la revue sectorielle, on va voir que les dépenses étaient moindres. Maintenant, les activités, les résultats qui sont attendus par rapport à ce plan, c'est voir comment 9% des enfants puissent être préscolarisés. Il y a la formation des enseignants et il y a aussi le développement de nouveaux programmes d'éducation préscolaire. Donc, c'est surtout axé à ces trois domaines. Hein. Je ne sais pas exhaustif, mais c'est vraiment axé dans ces trois domaines où la RDC compte un peu booster maintenant dans la planification la petite enfance. Maintenant, quelle est la réalité? La réalité, c'est comme nous, en tout cas, je sais que 98% des collègues qui sont en ligne sont des férus sont des convaincus. Maintenant, il faut convaincre ceux qui ne sont pas convaincus et être présent là où les discussions importantes se font. C'est pourquoi on a eu à appuyer le plaidoyer, d'abord au niveau national, avec l'OMEP d'ailleurs, avec l'OMEP qu'on remercie, qui nous a beaucoup associés et on a appuyé donc la fête de préscolaire. Hein, je crois que les collègues de l'OMEP sont là. On a eu une réunion tout récemment avec l'OMEP aussi pour un peu dégager les perspectives. Mais ce qui est intéressant, c'est l'UNESCO, à travers les provinces, ce qu'on appelle les plans d'action opérationnels, c'est comme on dit, les plans de travail budgétisés des provinces, des régions. On a essayé dans cette province, en tout cas, d'intégrer le préscolaire, la petite enfance dedans. Donc, qui va servir un peu de cadre de suivi du groupe local au niveau provincial. Également, dans 4 provinces, avec la société civile, donc en tout, c'était 275 organisations de la société civile, nous avons eu ce qu'on appelle des engagements de la société civile dans 4 provinces, hein, avec la CONEP, on l'a fait avec la CONEP, la Coalition nationale éducation pour tous. Il y a eu dans 4 provinces où il y a eu des engagements et des engagements aussi en faveur de la petite enfance. Et donc, tout cela, ça doit être suivi dans un cadre maintenant, dans un cadre de dialogue. En RDC, le mécanisme, l'écosystème de la coordination se présente ainsi. Il y a le GTE, c'est le groupe thématique éducation, où ce sont les ministres, les 4 ministres en charge de l'éducation qui président cette réunion. C'est presque une fois tous les 6 mois. Maintenant, le groupe local, c'est ce qu'on appelle ici le comité de concertation sectorielle, le CCS. Et donc là, c'est là où, comme l'a rappelé JV, Jean Bosco tout à l'heure,
c'est là où tous les acteurs se réunissent au niveau national. Et le plan de travail budgétisé annuel est suivi par le CCS. Donc, c'est dans une de ces feuilles de route. Et le secrétariat, ce qu'on appelle le SPACE, c'est le secrétariat d'appui à la coordination du secteur de l'éducation. C'est le SPACE qui anime tous ces groupes, donc surtout le CCS. Et le CCS, c'est presque une réunion normalement tous les 2 mois et on parle du suivi, etc. Et là aussi, c'est un appel peut-être, nous tous, on devrait renforcer le plaidoyer en faveur de la petite enfance, donc au niveau de ce cadre. Il y a ce qu'on appelle maintenant les sous-groupes, c'est le comité de concertation thématique, où c'est des thématiques qu'il faudrait choisir et on en discute, ce comité n'est pas très actif. Par contre, il y a les comités techniques provinciaux. Dans chaque province, donc dans chaque chef-lieu de région, il y a ce qu'on appelle les comités techniques provinciaux qui suivent maintenant les plans d'action opérationnels. Et l'UNESCO, cette année, a appuyé presque la redynamisation dans 9 provinces et que je crois que c'est aussi une des portes d'entrée pour renforcer le plaidoyer en faveur de la petite enfance au niveau provincial pour qu'on puisse planifier les activités et budgétiser ça et que ça va remonter au niveau national. Donc, je crois donc c'est une instance très importante où vraiment les comités provinciaux doivent être davantage renforcés. Et enfin, il y a le groupe technique de travail où sur certaines thématiques pointues. Pour le dernier slide que je voulais partager, c'est maintenant les niches. Les niches, vraiment, comme je l'ai dit tantôt, next slide. Comme je l'ai dit tantôt, l'année 2025 est une année charnière pour la RDC. C'est une année charnière où la petite enfance peut se positionner davantage. Le premier, c'est en tout cas, il y a eu un fort plaidoyer autour de l'inscription des questions de collecte de données dans le budget national. Aujourd'hui, la loi des finances de 2025 en RDC, ils ont inscrit la collecte de données statistiques au niveau, parce que le dernier annuaire statistique, je rappelle, de la RDC remonte à 2021 et ça a été fait avec l'appui de l'UNESCO. Depuis, il n'y a pas eu un annuaire statistique au niveau national. Et il y a eu un fort plaidoyer et cette année, il y a inscription budgétaire, donc c'est une opportunité aussi pour voir comment collecter les données pour la petite enfance. Donc, c'est pour tous les sous-secteurs. Donc, vraiment, il y a un fort plaidoyer par rapport à cela. Le deuxième, c'est l'élaboration de nouveaux plans intérimaires 2026-2030. Et là aussi, nous tous, on doit, avec l'OMEP, avec tous les acteurs convaincus qui sont là, qui sont de la RDC surtout, c'est un nouveau plan qu'on va élaborer cette année et c'est une bonne opportunité, je crois aussi, de mettre. Et là, lors de la réunion avec OMEP, ce qu'on s'est convenu, c'est d'organiser une table ronde où on va être appuyé par les collègues, par les collègues de Paris, hein, par la section de DC, pour voir comment on pourrait faire l'alignement de la déclaration de Tachkent avec les nouvelles dynamiques dans le pays et voir comment mobiliser les partenaires autour. Donc, là, lors de la réunion, il y a cela 10 jours, hein, on a discuté de cela pour voir vraiment comment appuyer l'OMEP pour organiser cette table ronde de réflexion pour aligner les engagements de Tachkent avec les nouvelles dynamiques pour un peu aussi essayer de voir comment mobiliser des ressources supplémentaires pour la petite enfance. Ça, et l'autre opportunité, c'est la cartographie des interventions que le groupe local des partenaires techniques et financiers sont en train de faire. Et par rapport à cela, il y a la revue à mi-parcours du pacte de partenariat qui sera lancé au moins le 14 avril et que ce sera une bonne opportunité
pour les conclusions, tous les acteurs seront donc, il y aura concertation avec tous les acteurs et ce sera bien parce qu'on peut redéfinir les priorités. Et ça aussi, je crois que c'est une bonne opportunité pour la RDC, en tout cas, de positionner davantage la petite enfance. Et enfin, on est en train, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte d'urgence aussi, avec la crise qui sévit donc à l'est du pays, où c'est des millions d'enfants qui sont aujourd'hui déplacés, etc. On est en train d'élaborer la stratégie d'éducation en situation d'urgence. Il ne faut pas qu'on oublie les petits-enfants, hein, donc dans la petite enfance, dans cette nouvelle stratégie d'éducation en situation d'urgence qui est en train d'être élaborée et qu'on espère vraiment terminer d'ici et avant la fin du premier semestre. Donc, en gros, c'est vraiment des niches qui sont là, Rokhaya, que je voulais vraiment partager et que ensemble, qu'on voit comment améliorer donc les interventions de la petite enfance en RDC. Je vous remercie. Merci infiniment encore une fois, Saïd, aussi pour ces informations, mais surtout pour avoir mis l'accent sur les niches, les opportunités qui se présentent à nous et donc ces départs qu'il ne faut pas rater. Et là, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui arrivent en termes d'information, mais il y a beaucoup d'actes qui peuvent être également posés pour faire avancer ou inscrire au moins la petite enfance parmi les priorités d'intervention au niveau du pays. Ça, c'est extrêmement important et ça ne saurait se faire sans la contribution vraiment effective de la société civile. Si OMEP aujourd'hui est déjà autour de la table, autour de l'UNESCO qui mobilise l'UNEP au niveau de RDC pour pouvoir faire avancer les choses, il faudrait que ce mouvement grandisse. Et ce mouvement grandira avec des inputs, avec des contributions, des leçons aussi apprises ou des bonnes pratiques déjà enregistrées dans d'autres pays qu'il faudrait également partager, mettre à l'évidence. Et ça répond peut-être aussi à une question que nous avons déjà eue dans le chat et qui voulait savoir comment, par exemple, les interventions, les pays avaient été sélectionnés pour intervenir par rapport à cette réunion. Je pense que nous sommes dans la logique d'une série. Et dans la série, il faudrait qu'on essaye de structurer aussi et d'avancer avec là où on a le plus d'évidence, là où on a le plus peut-être d'expérience palpable. Et c'est là qu'il avait expliqué un peu le choix de la Côte d'Ivoire et de la RDC en termes à la fois d'un engagement politique très, très fort et d'une coordination vraiment entre UNESCO, GPE et le ministère de l'Éducation et aussi aujourd'hui la RDC qui est dans une dynamique déjà de mobilisation et qui a engagé la société civile pour avancer dans cet agenda-là de la petite enfance. Maintenant, le chantier, il est vaste, il est extrêmement vaste et on a énormément de choses à faire. Dans les prochaines réunions, nous allons peut-être développer avec Gilles davantage de focus et d'orientation sur plusieurs thèmes. Je sais qu'il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, pour le débat que nous allons ouvrir, nous allons essayer de rester vraiment cadrés sur l'intervention et les possibles collaborations avec les organisations de la société civile pour faire avancer l'agenda en termes de connaissance et maîtrise un peu des canaux qu'il faut investir pour faire avancer. C'était ça un peu le sens de ce que Joa nous a expliqué, nous a présenté aussi dans les mécanismes avec GPE. Donc, je vais ouvrir un peu les débats pour environ une vingtaine de minutes et nous allons essayer de voir comment nous pouvons avancer avec ces éléments et entendre aussi vos voix pour enrichir et pour avancer sur ces questions-là. Nous en avons déjà pas mal qui ont été postés dans le chat et je vais essayer peut-être d'appeler Monsieur Moussa Diallo. Si vous pouvez très rapidement poser votre question pour qu'un des intervenants puisse réagir. Monsieur Diallo? Si Monsieur Diallo n'est pas disponible, on pourrait peut-être aller vers Asso. Oui. Oui, Monsieur Diallo. Oui, bonjour à tous et merci de nous avoir donné l'opportunité donc de participer à cette rencontre qui est très intéressante et importante. Je suis chargé d'éducation
à Kiailfern au niveau du Sénégal. C'est moi qui avais posé tout de suite donc la question relativement au choix donc des pays à participer donc à ce groupe-là. Et je l'ai posé en ce sens qu'au niveau du Sénégal, actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Et je crois que même si il y a un effort à faire en ce qui concerne la prise en charge de la petite enfance, en ce sens que nous sommes à un taux de préscolarisation de moins de 19%, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites avec les organisations de la société civile, les ONG qui sont en train de jouer un rôle important dans la mise en place de structures de développement de la petite enfance, mais aussi avec, en termes de politique, beaucoup de dispositifs qui sont mis en place en matière d'agence, les dispositifs mis au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour booster la prise en charge de la petite enfance, aussi bien les enfants qui sont âgés de 0 à 3 ans que les enfants âgés de 3 à 5 ans, avec aussi le développement des écoles préscolaires qui sont en train de prendre une envergure au niveau des écoles élémentaires. Je pensais donc qu'avec tout cela, donc, il y avait possibilité davantage donc, à travailler avec le Sénégal pour que ceci puisse être davantage être une réalité pour booster vraiment la prise en charge de la petite enfance au niveau du Sénégal. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai posé cette question et ça permettrait de voir exactement qu'est-ce que nous pouvons, quelle organisation on pourrait mettre en place pour davantage donc pousser, faire le plaidoyer auprès des autorités pour améliorer la situation. Très bien. Merci beaucoup, M. Diallo, pour Merci toutes ces beaucoup. informations. Merci, M. Diallo, pour toutes ces informations et qui sont tout à fait légitimes et nous prenons bonne note par rapport à ça. Ma collègue Nina, ici de mon équipe, fera le suivi par la suite sur la programmation des autres sessions pour définir un peu le focus qui pourrait être accordé à ce thème et les pays qui pourraient être intéressés. Et j'en profite aussi un peu pour réagir à la question de Asfoti, excusez-moi si j'écorche le nom, qui parlait un peu de mesures concrètes et d'actions nécessaires à prendre pour accompagner les pays participants pour développer l'éducation et la protection de la petite enfance. C'est une question très vaste, c'est vrai. Encore une fois, nous pensons que cette première intervention ou bien ce premier webinaire contribue à aller vers des réponses par rapport à ça. Mais ce n'est pas que ça. Nous avons aussi développé des outils d'analyse, des outils d'auto-évaluation. Nous avons aussi, tout à l'heure, mon collègue Joe a posté déjà sur le chat aussi le toolkit qui avait été développé pour accélérer la petite enfance. Il y a énormément d'outils, mais nous pensons justement avec Gilles que nous allons ériger vraiment ce groupe-là en une communauté de pratique pour pouvoir continuer le débat, parce que c'est extrêmement important pour nous, particulièrement parce que c'est aussi un groupe de francophones. Et j'insiste sur cet élément-là parce que jusqu'à présent, il faut reconnaître que le débat, le mouvement autour de l'éducation et la protection de la petite enfance est fortement dominé par les pays anglophones. Et c'est important également d'avoir la voie, de pouvoir recueillir les informations qui viennent aussi des pays francophones et de pouvoir aussi consolider ce réseau afin qu'il puisse jouer pleinement également sa partition dans le jeu. Nous allons passer maintenant aux autres questions en balançant avec ceux qui ont déjà les mains aussi levées. Et Lara qui s'affiche comme premier sur ses mains levées. Est-ce que tu l'as sur... Oui, alors, moi, Sinon, je peux aller sur Monsieur Paul Dienlou, oui. Oui, merci, madame. Je suis Paul Nielou, président du conseil d'administration du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, par ailleurs président de ANCEFA et puis de la campagne mondiale. Alors, je voudrais vraiment remercier l'UNESCO et Mercedes de nous avoir invités à ce webinaire très, très important dont le thème est très, très important concernant la petite enfance. C'est vraiment une petite contribution que je voudrais apporter, apprécier pratiquement tout ce qui a été donné comme information et prendre en compte effectivement la présentation qui a été faite par Jean Bosco
Jean Bosco, avec lequel nous sommes dans le GLP. Le RIPPT est dans le GLP depuis 2016 et nous participons effectivement à toutes les activités qui sont entreprises au niveau du ministère, au niveau du GLP, dans le pacte de partenariat mondial, le pacte de partenariat, et tout ce qui a été tout ce qui a été, tout ce qui a été indiqué. En tout cas, le RIPPT a toujours pris part. Et nous faisons la revue sectorielle, la pré-revue, où nous faisons un suivi de la politique éducative et nous rendons compte. Au niveau de la petite enfance, ce qui est important, c'est que la société civile a un rôle important à jouer, notamment sensibiliser les parents à pouvoir vraiment s'intéresser à mettre les enfants à l'école parce que la plupart de nos parents dans nos pays là n'arrivent pas à scolariser leurs enfants. Donc, nous avons un rôle très important à jouer et nous le faisons. Au niveau de notre pays aujourd'hui, dans chaque école qui est construite, il est prévu la construction des classes de préscolaire et ça, c'est une bonne chose. Euh, ce qui Qu'est-ce qui bloque un peu, ce qui nous gêne un peu, c'est surtout le financement de la petite enfance. Parce qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, l'éducation est gratuite de 6 à 16 ans. Elle est obligatoire, mais au niveau du préscolaire, ce n'est pas encore pris en compte et les parents, compte tenu des moyens limités, n'arrivent pas à scolariser de manière efficiente les enfants. Je pense que l'accent doit être mis là-dessus, de sorte que ça puisse être boosté. Très bien. Alors, je voudrais demander qu'on puisse nous communiquer les différentes présentations qui ont été. Monsieur Paul, je Pardon? vais juste demander peut-être de clôturer dans 30 secondes pour permettre également aux autres de réagir. S'il vous Ok, plaît. je souhaiterais que nous mettre à disposition des différentes présentations qui ont été faites et puis demander comment dans certains pays qui ne sont pas dans le GLP, le groupe local des partenaires pour l'éducation, comment ils peuvent faire pour s'intégrer parce que c'est important, c'est à l'intérieur de ces GLP-là que la société civile peut pleinement s'exprimer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nyenlou. Merci pour cette intervention. Et je vais faire, il y a plusieurs questions qui ont été notées à l'intérieur et pour lesquelles nous avons déjà des réponses et ça sera inclus également dans le rapport de cette rencontre. Je profite pour faire une discrimination positive à l'attention de Marie-Elisabeth. Parole aux femmes. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci pour la discrimination positive. Je pense que Monsieur Paul est revenu un peu sur la question que je voulais soulever, notamment la question du financement qui reste un défi majeur. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de voir, vous le disiez tout à l'heure, Madame Rokhaya, que les pays anglophones ont beaucoup avancé concernant les indicateurs, ont réussi à faire vraiment des résultats par rapport aux pays francophones. Comment, à partir de ce cadre, de cette communauté de pratique que vous envisagez de mettre en place, comment apprendre de ces pays pour que nous, en tant qu'organisation de la société civile, je suis de COSIDEP Sénégal, nous sommes très présents au sein du GNPF, comment on peut, à partir de stratégies, de bonnes pratiques des pays anglophones, comment porter le plaidoyer pour que la question du financement soit relevée? Parce que le problème majeur dans nos pays, surtout francophones, c'est la question du financement. Et aujourd'hui, avec le contexte géopolitique, le retrait de certains partenaires, la baisse de l'aide publique, comment on peut faire de la question du financement de la petite enfance une question de souveraineté nationale? Merci. Merci beaucoup Marie-Elisabeth. Nous entendons parfaitement également. Donc vraiment, c'est partage de bonnes connaissances et surtout comment aller vers plus d'investissement, plus de financement. Ce sont des questions essentielles qui peuvent aussi faire déjà l'objet peut-être d'une autre rencontre. Josephat. Merci beaucoup. Merci. C'est Josaphat. Je suis le point focal pays de INE en RDC. Je suis également membre du cluster éducation. J'ai posé la question de savoir pour le OMEP, parmi les parties prenantes que vous avez citées, les ONG et tout, vous n'avez pas parlé des INE comme membre, comme partie prenante. Mais également, vous avez parlé de la participation des ONG, mais je ne vois pas à quel moment, comment vous atteignez les ONG sans passer par les classeurs parce que vous n'en avez pas parlé. Mais également,
Je ne sais pas comment le programme de OMEP s'applique dans des zones à crise, comme les zones qui sont dans des conflits armés, les zones qui sont atteintes par les épidémies. Mais également pour le GPE, je voulais juste faire observer que ils ont des critères qui excluent, qui réduisent la participation des ONG nationales en priorisant beaucoup plus les ONG internationales et les agences des Nations Unies, alors que ces dernières sont budgétivores, ils sont plus chers, les ONG. Et quand on sous-traite les ONG nationales, ce sont vraiment des petites portions qui y arrivent et pour qu'enfin les plus petites portions arrivent aux bénéficiaires. Voilà, donc si on pouvait assouplir les conditions pour qu'on atteigne les ONG de mise en œuvre directement pour que les bénéficiaires aient une grande partie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Josephat. C'est très clair, bien entendu, et légitime aussi. Nous prenons note. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions que vous posez là parce que peut-être on reste un peu focus sur le renforcement des capacités pour maîtriser un peu les mécanismes de coordination et les cadres qui existent. Mais c'est tout à fait naturel et je voudrais vous confirmer que nous avons aussi à l'esprit l'idée de travailler sur une session spécifique par rapport à l'urgence. C'est la raison pour laquelle peut-être aujourd'hui nous n'avons pas les présentations ou bien l'implication de ces structures comme INE qui font un travail formidable sur les cas d'urgence, mais c'est parce que nous sommes obligés de structurer un peu chaque webinaire autour d'un thème pour pouvoir avancer. Mais toutes vos questions ont été bien notées pour Action pour le futur. Merci beaucoup. Je passe la parole à Ahmed et par la suite Dembaye. Merci beaucoup, madame, et merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je crois que vous me captez bien. Oui, on vous entend de loin. Si vous pouvez vous rapprocher et parler un peu plus fort. Est-ce que vous me captez très bien? Je peux intervenir, vous me captez bien? Oui, nous vous entendons. Merci beaucoup. En fait, moi, comme je disais, je suis un maître au niveau de la RDC, à l'est, précisément à l'est de la RDC, dans la ville de Bouman. Je représente l'organisation nationale Light, coordination du Nord-Kivu. Mon intervention était de savoir que la participation de l'UNESCO par rapport à l'éducation au niveau de la RDC, parce que avec l'évaluation faite, nous avons constaté que l'année va bientôt prendre fin malgré les réaménagements du calendrier scolaire selon les ministères. Mais en vrai dire, toutes les écoles de l'Est, en vrai dire, n'ont pas fait une participation active par rapport à l'éducation, puis la situation sécuritaire que vous connaissez au niveau mondial. Merci, Monsieur Moukara. On vous entend vraiment très, très difficilement. Nous vous entendons très, très difficilement. Je vous inviterai peut-être à poster sur le chat votre question ou votre contribution et nous en tiendrons compte. Désolé encore pour ces impairs au niveau de la technologie. Et nous allons passer à Monsieur Mbaye rapidement. Monsieur ou Madame Mbaye. Oui, c'est bien, Monsieur Mbaye. C'est d'ailleurs Rokhaya. Ah oui, bonjour Daïro. Merci beaucoup, merci et félicitations à tous les présentateurs. Merci Rokhaya. C'est que depuis très longtemps, vous êtes vraiment très engagé dans le secteur de la petite enfance. Juste pour une petite réflexion sur les mécanismes de coordination à l'échelle continentale et au niveau national. Je pense que, à mon avis, dans le secteur de la petite enfance, il y a eu un très grand quiproquo. Je pense que si vous prenez le CISA, la stratégie continentale pour l'éducation en Afrique 2016-2025, ce document lui-même
reconnaissait que peu a été fait en ce qui concerne la petite enfance. Et malheureusement, même dans la mise en œuvre, rendu 2025, au moment de 2024, au moment de l'évaluation, on s'est rendu compte qu'il y a encore des problèmes. Je crois que, aussi bien pour les organisations du système des Nations Unies, pour la coopération bilatérale, en gros pour les partenaires au développement, je pense qu'il y a un malentendu. C'est vrai que les gouvernements sont responsables des politiques éducatives, des politiques de petite enfance, mais les organisations de la société civile ont un rôle essentiel à jouer parce que c'est elles qui sont en quelque sorte en front line, c'est elles qui sont en contact direct avec les communautés, avec les populations. Et je pense que la réflexion globale devrait porter sur ça, sur comment faire en sorte que dans les pays où il y a des politiques et des programmes qui sont des politiques et des programmes favorables au développement de la petite enfance, mais comment faire en sorte que les organisations de la société civile puissent jouer leur partition? Comment leur permettre de jouer le rôle de plaidoyer? Lorsque je vois un peu le taux de préscolarisation pour le continent, c'est triste. C'est un taux extrêmement faible, même si par ailleurs il y a effectivement des pays qui un peu, disons, jouent le rôle de leadership, mais pour nos pays, particulièrement en Afrique de l'Ouest, mais les taux sont extrêmement faibles. Et je pense que donc il y a à faire. Et les organisations de la société civile, je dois juste signaler que je suis du réseau national des acteurs pour le développement de la petite enfance, dont Raphaël d'ailleurs a été partie prenante pour la mise en place. Mais c'est un réseau d'une trentaine d'organisations de la société civile, du privé et, disons, du communautaire, qui essaie tant bien que mal de jouer son rôle et, dans une certaine mesure, est plus, je ne dis pas marginalisé, mais Daïrou, c'est très, très intéressant, mais ça commence aussi à couper. Voilà. Ça commence à couper. Mais je pense, oui, Voilà. oui, nous sommes parfaitement en phase et je suis d'accord qu'il y a vraiment un narratif à reconstruire autour de la petite enfance. Au moins, il ne faudrait pas qu'on rate encore le coach avec la planification du post-2030 et c'est des choses sur lesquelles nous pouvons travailler davantage. Merci pour ces réflexions stratégiques et je profite pour donner la parole à Agnès et à Congo Team. À Joa plutôt, parce que Joa doit partir pour une réunion, donc je lui redonne la parole rapidement pour ses derniers mots avant de partir. Oui, Joa. Merci Rokhaya. Merci à toutes et à tous pour cet riche échange et l'opportunité d'avoir pu faire partie, encore une fois, de ces discussions. Je reste disponible, bien sûr, pour toute information par la suite. Je vous remercie encore une fois et Rokhaya, on gardera le contact, n'hésitez pas à me donner mes coordonnées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joa, merci. Agnès et David, je vous redonne la parole pour 1 minute, s'il vous plaît. Oui, Agnès. Bonjour à tous les partenaires et je suis très heureuse de faire partie de ce webinaire. Je me nomme Do Agnès et je suis coordinatrice de l'ONG ADPF. Nous sommes basés à Mans, précisément en Côte d'Ivoire, dans la région des montagnes. Et je remercie M. Bosco pour sa belle présentation. Et la recommandation ou bien le plaidoyer que je voudrais faire auprès de vos instances est que la question de la petite enfance, il y a quelqu'un qui l'a mentionné tout à l'heure, coûte vraiment cher. Vu tous les efforts que le gouvernement ivoirien est en train de faire, mais la question de la petite enfance coûte vraiment très cher aux parents. Et nous qui sommes organisations de la société civile, qui travaillons en milieu rural, il y a certaines écoles où il n'y a pas de préscolaire, où les parents ont construit avec le matériel précaire. Donc, les enfants vont se retrouver souvent dans des conditions difficiles. C'est vrai que l'État fait beaucoup d'efforts, mais le plaidoyer que nous voudrons
faire auprès de vos structures, c'est de se pencher un peu vers les communautés qui sont en milieu rural. Nous travaillons au maintien de la petite fille, la jeune fille à l'école. Mais le maintien et la scolarisation de la petite fille commence depuis la maternelle. Tout Et à si fait. elle vraiment, les parents ne pourront pas faire venir leurs enfants à l'école. Et le deuxième aspect, c'est les cantines. Au niveau des cantines, il y a beaucoup de défaillances. C'est vrai que l'État a encore fait des efforts, mais au niveau de la petite enfance, il y a encore beaucoup. Et le matériel didactique coûte cher. Voici un peu ce que je voudrais faire comme plaidoyer auprès de votre structure et voir. Nous qui sommes organisation au fond du pays, n'avons pas accès à beaucoup d'informations, surtout à tous ces mécanismes qui sont mis en place au niveau du pays. Et puis aussi ce webinaire qui est fait aujourd'hui en français, parce qu'il y a beaucoup de webinaires qui mettent à côté les groupes francophones. Donc, moi, j'avais un peu peur. Est-ce que ce webinaire sera traduit? Mais j'ai été ravie que tout a été fait en français. Un Et grand c'est un chapeau. début, c'est un début, ça va continuer. Et nous Vraiment, prenons merci à toute l'équipe. vraiment, Merci à toute merci. l'équipe. Vraiment, Merci. et à bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup, Agnès. Tous les points sont également bien enregistrés pour Action et seront considérés également dans les pistes futures. Et c'est tout à fait vrai, je confirme les inégalités et on a énormément de recherches qui nous confirment que ça commence très tôt, à partir de la petite enfance, et c'est là où il faut agir. Nous allons maintenant donner la parole à l'équipe du Congo. Et que je félicite déjà parce que nous rendons compte effectivement que c'est vraiment inclusif dans l'approche, puisque nous pouvons suivre à l'écran que c'est une équipe qui a mis en place un dispositif pour la traduction avec le langage des signes. Bravo pour ça et vous avez la parole. Le micro n'est pas allumé, donc on ne peut pas entendre la traduction. Je ne sais Oui. Pardon, c'est moi qui ai fait une erreur. Le micro. Attends, je n'arrive pas à remettre le micro. Il faut remettre. C'est bon. Ça marche pas toujours? Oui, oui, C'est bon. oui. Alors, est-ce que ça marche? Voilà. Merci beaucoup pour la Merci pour ce temps. Mon nom, c'est Fabien. Je suis directeur de l'école de sources au nom du et je travaille aussi dans un programme de traduction. Alors, je suis très content de vos intentions que je vais suivre. Hein? Ça doit être. Il y a un écho, on vous entend mal et puis on voit surtout les signes et pas celui qui parle. Oui. Vous devez éteindre un des deux micros. Sûrement, vous avez deux micros ouverts. On n'entend pas. Je ne sais pas si possible là-bas. Oui, ils doivent avoir deux. Vous devez avoir deux micros ouverts. Alors là. Là, je pense que vous me suivez. Oui. Oui. Voilà. Nous avons des difficultés de fabrication. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais nous proposons d'avoir vraiment par la suite des discussions avec l'équipe du Congo qui voulait prendre la parole et qui n'y arrive pas. Nous allons essayer d'organiser une discussion en bilatéral
avec cette équipe-là, avec tous nos encouragements pour pouvoir prendre plus de temps de discuter avec vous et d'intégrer surtout vos préoccupations. Avec toutes nos excuses pour les impairs techniques, nous reprendrons contact directement avec vous. L'adresse est postée sur le chat pour que vous puissiez envoyer un message sur cette adresse et nous continuerons avec vous. Merci beaucoup. Nous arrivons à terme de nos discussions qui ont été très riches. Je voudrais, avant de clôturer, redonner la parole pour 1 minute à chacun de mes collègues, Saïb et Jean Bosco, pour leurs derniers mots avant qu'on ne se dise au revoir. Juste un au revoir, puisque je vous promets que nous lançons une série d'activités et nous comptons vous avoir autour de discussions encore plus intéressantes et plus structurées. Une première est toujours plus difficile, mais nous apprenons et nous avançons. Vraiment, les prochaines sessions seront également extrêmement riches en discussion et en organisation. Saïb ou Jibeka? J'ai levé la main, c'était Alassane Diop. Alassane, 1 minute, vraiment pas plus. Oui, bonjour, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. C'était juste pour revenir sur le contexte sénégalais après Moussa. Nous avons des opportunités et des chances sur lesquelles on peut s'appuyer pour pousser un peu le plaidoyer, surtout en direction du financement de la petite enfance. Parce que quand on analyse notre contexte, la petite enfance a un budget de 1% au niveau du ministère de l'Éducation, mais également des axes de plaidoyer qu'il faut développer par rapport à l'élargissement de l'accès. Le taux d'accès est encore très, très faible. J'aimerais vraiment que, je ne sais pas, pour la création des cadres fédérateurs, pour la mise en place de stratégies de plaidoyer, pour booster un peu les indicateurs de la petite enfance. Je suis dans le cadre du projet PIPA-DHS. C'est extrêmement important. Peut-être prochainement, on va essayer de développer davantage. Merci. Merci, merci beaucoup Alassane, merci. Merci beaucoup, bien noté pour les prochaines séances aussi. Merci. Saïb et Jean Bosco. Voilà, merci bien Rokaya, merci à toutes et à tous, merci pour cette importante initiative, merci pour la participation des ONG. Nous travaillons ensemble au sein du GLPE et particulièrement pour le cas de la Côte d'Ivoire, ils sont très dynamiques, comme l'a souligné notre collaborateur. Et nous allons renforcer davantage notre partenariat dans ce sens et aussi explorer toutes les possibilités de pouvoir les accompagner. Parce qu'avant le GPE, avec un mécanisme de financement de ces ONG-là, et à travers aussi le GLPE qui peuvent avoir des fonds pour accompagner, parce qu'elles travaillent beaucoup sur le terrain et dans des conditions difficiles, dans des zones difficiles à fort besoin plutôt. Il est important de pouvoir ramasser tout ça au sein du GLPE et en coordination avec l'ensemble des partenaires pour voir comment avancer et renforcer aussi notre collaboration. Particulièrement pour le cas de la Côte d'Ivoire, je voudrais solliciter leur participation, en tout cas qu'elles se préparent, ces ONG, à participer activement au processus d'élaboration du prochain plan sectoriel et de s'associer à l'UNESCO pour mener le plaidoyer en faveur de la petite enfance qui devra trouver une place prépondérante dans la prochaine stratégie sectorielle et améliorer aussi l'allocation intrasectorielle en termes de budget pour impulser le sous-secteur à la base, parce que le pas de partenariat axé la transformation de l'éducation sur la petite enfance. Commençons, si on veut transformer, on peut pas, c'est difficile d'agir au niveau de l'université, même le primaire, le secondaire, c'est pire, mais si on construit à la base, on va mieux réussir. Merci. Merci beaucoup, Jibeka. Merci. Merci beaucoup. Saïb? Merci, vraiment merci aux collègues, surtout de nous avoir associés. Et que pour dire surtout aux collègues de OMEP qui sont en RDC, nous allons ensemble essayer de voir comment profiter de ces opportunités
pour cette année et on va renforcer la collaboration. Et aussi, c'est un appel aux organisations de la société civile de voir comment intégrer surtout les collègues qui ont intervenu, qui ont pu des provinces. Il y a ce qu'on appelle les comités techniques provinciaux. C'est là-bas où les acteurs de l'éducation se regroupent. Ce serait bien, c'est autour du ministre provincial de l'éducation. Donc, ils peuvent prendre contact avec le ministère provincial de l'éducation et voir comment intégrer les comités techniques provinciaux. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment une bonne leçon et comme on le dit, on est ensemble, donc on reste ensemble aussi. Merci beaucoup, Rokhaya. Oui, merci beaucoup, Saïd. Merci. Avant de donner juste la parole à Mercedes pour clôturer et lui lancer la balle, puisque nous souhaitons pour la prochaine session organiser ça autour du droit à l'éducation pré-primaire. Vraiment prendre les choses du point de vue légal, du point de vue des politiques, du point de vue du droit. Et je sais que c'est un sujet qui tient à cœur Mercedes, puisqu'elle essaye depuis un moment également de pousser pour arriver à avoir une décennie de la petite enfance ou à défaut, au moins une journée internationale pour la petite enfance. Et c'est sur ces mots-là que je vous dis personnellement au revoir à tout le monde et le dernier mot revient à Mercedes. Bon, merci Rokhaya, merci à tous, à toutes. Et nous arrivons à la fin de ces webinaires et nous avons entendu aujourd'hui des présentations riches, enseignements et nous avons découvert des outils et des stratégies que nous permettons de mieux comprendre, d'utiliser le mécanisme de coordination que Rokhaya a développé et pour renforcer la place de la petite enfance dans la politique éducative. Mais surtout, nous avons raffirmé l'importance de travailler ensemble entre les grandes organisations comme l'UNESCO et le gouvernement et la société civile. Nous sommes le témoin direct de réalités locales, le porte-voix de la famille et des enfants, le défenseur de les droits humains, les droits de l'homme, et notre mobilisation, notre plaidoyer sont indispensables. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes une organisation, un partenariat officiel avec l'UNESCO et nous faisons part d'un mouvement global et en collaboration avec des organisations alliées, des universités, le groupe local et tout le groupe, nous pouvons vraiment concréter tout le process qui garantisse le droit de la petite enfance. C'est pourquoi aussi, poursuivre, nous vous invite à approfondir les échanges dans notre prochaine assemblée et conférence mondiale de l'OMF, que c'est un à Bologne, l'Italie, et ce serait une occasion unique pour renforcer notre plaidoyer, pour approfondir nos stratégies et de porter ensemble des engagements concrets pour l'éducation inclusive, équitable et de qualité de l'enfant. Merci à l'UNESCO pour cette collaboration précieuse. Merci à tous les experts pour l'éclairage et surtout merci à vous toutes et tous pour votre engagement aujourd'hui en faveur de la petite enfant. Ensemble, poursuivons la mobilisation car chaque enfant a droit à une départ juste et équitable dans la vie. Merci. Merci beaucoup, Mercedes. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. revoir. Merci. Merci, merci, Merci beaucoup. de la part. Merci, au revoir. Merci beaucoup, merci. Merci, Mercedes. Moi, je Merci. Merci, Merci. Merci, Rokhaya. Merci. Michel.
Paul, Merci. Phil, Lisbeth, À bientôt. allez, À bientôt. Merci. à Au bientôt. revoir. Merci tout le monde. Merci. À Un grand bientôt. merci à vous. Allez, on Merci fait à bientôt. Ah oui, on peut écouter là. Attends, je remets le son. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci Mercedes. Merci. On t'entend Au bien. revoir. Tout le monde veut se mettre sur 131 ici. Voilà. Au revoir. On va devoir conclure malheureusement. Merci en tout cas d'avoir été présents à tous. Merci. Au revoir, Gilles. Mercedes. Au revoir. Bye bye. De même. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Bye. Voilà, au revoir à Au revoir. tous. Merci à Bye. tous. Au revoir. Au revoir. Bye. Il y a encore 41 personnes. À bientôt.